anorexie, boulimie et la HAS pour la coordination, et elle complète celle qui était mise en place pour l'anorexie mentale. Elle vous propose des fiches qui sont des fiches utiles, des fiches outils sur le repérage, l'évaluation initiale, les complications somatiques et la prise en charge, les aspects gynéco-obstétricaux, les aspects dentaires, la question de la prise en charge en urgence, la prise en charge pluriprofessionnelle, et une fiche qui a été faite en collaboration avec les associations de patients et de parents, qui est comment en parler. Il faut définir les crises de boulimie. Je pense que vous êtes un auditoire qui connaît la différence entre crise de boulimie et hyperphagie boulimique, qui schématiquement se répartit entre ces troubles sur un critère qui est qu'il y a pour ces deux types de troubles la présence ce qu'on appelle de crise de boulimie, mais que dans une situation, il y a des stratégies de contrôle de poids qui font que l'IMC est dans la limite de la normale, alors que dans l'hyperphagie boulimique, il n'y a pas cette stratégie de contrôle de poids, il y a rapidement une prise de poids et les personnes sont souvent en surpoids ou en situation d'obésité. Ces troubles sont fréquents, mais peu visibles. Et ils ont la particularité d'être très peu détectés. On sait que plus de 50% des patients qui souffrent de formes de graves, sont repérés et arrivent aux soins. Ces troubles sont potentiellement graves à cause des vomissements dans le cas de la boulimie ou des stratégies de contrôle de poids, mais aussi de la malnutrition, qu'elles entraînent aussi des complications pour certains en termes de surpoids et d'obésité, qui a donc un risque cardiovasculaire et métabolique, mais qui sont aussi fréquemment associés à des troubles psychiatriques, à type de dépression, troubles anxieux, addiction ou troubles de la personnalité. Et que toutes ces difficultés vont se combiner pour mettre le sujet en difficulté et potentiellement contribuer à une désinsertion sociale. Ce que l'on sait aussi, c'est que ces troubles sont pourvoyeurs d'une surmortalité, et cette surmortalité, elle est d'origine psychique et d'origine somatique, et que les personnes peuvent se trouver en situation d'urgence pour un risque vital. La difficulté par rapport à ces troubles, vous le savez, c'est que ce sont des maladies psychiatriques et que bien souvent ces maladies sont tabous. Ce sont des maladies ou des troubles masqués et que bien souvent, ils vont être perçus au niveau des manifestations symptomatiques qu'ils occasionnent et pas forcément des troubles associés. La difficulté de la boulimie, c'est que ça ne se voit pas, puisqu'en fait les personnes sont à poids normal, contrairement à l'anorexie mentale, ou contrairement à la situation de l'hyperphagie, où très fréquemment il y a un surpoids ou une obésité. Il faut pouvoir repérer précocement ces personnes. C'est pour ça qu'un résumé a été fait dans nos fiches pour définir les populations à risque, pour définir les signes d'appel et pouvoir aussi faire penser aux praticiens qui n'ont pas l'habitude à ces troubles que certaines populations sont des populations qui sont à sur-risque. Généralement, pour troubles des conduites alimentaires, tout le monde a à l'esprit que ça concerne les jeunes, les adolescents, plutôt les femmes. Et puis, l'anorexie ayant tellement frappé les esprits qu'on pense très fréquemment aux mannequins, aux sportifs. Mais en fait, on ne pense pas à des populations qui sont des populations extrêmement touchées, par exemple, par les troubles d'hyperphagie boulimique, que sont les personnes en surpoids ou en situation d'obésité, les personnes qui demandent des régimes amaigrissants quand ils consultent, les personnes qui sont sur des demandes de chirurgie bariatrique, les personnes qui sont dans des situations de reprise de poids après chirurgie bariatrique, mais aussi des personnes qui sont en situation d'anxiété et dépression, que les praticiens peuvent prendre en charge pour ces troubles-là en négligeant l'aspect ou la dimension autour des troubles des conduites alimentaires. Et puis, dernier lieu où on ne pense pas forcément à rechercher ces personnes en situation de troubles des conduites alimentaires, ce sont les situations de demande de PMA. Alors, la prise en charge, elle est abordée dans ces recommandations avec les grandes lignes qui recommandent la prise en charge pluridisciplinaire, qui est une prise en charge qui associe aspects somatiques, psychiatriques, nutritionnels et sociaux, avec toujours ce leitmotiv que doit être associé la famille et l'entourage et que ces soins doivent être mis en place le plus précocement possible. Alors, si on avait quelques messages clés à passer
C'est bien entendu de penser à ces troubles, comme je le disais, en situation de régime ou de chirurgie, dans les parcours de PMA, et puis face à des situations de troubles de l'humeur, en particulier résistants. Et toujours investiguer la possibilité de troubles des conduites alimentaires. Au niveau de la boulimie, eh bien, il faut avoir à l'esprit que ces troubles ne se voient pas et qu'il faut pouvoir aborder dans les populations à risque, bien entendu plutôt des femmes, plutôt des jeunes femmes, la question de ces troubles face à des symptomatologies en particulier digestives inexpliquées ou face à d'autres problèmes de santé inexpliqués. Il faut pouvoir aussi poser les questions chez les personnes en situation de surpoids et d'obésité. Et il faut pouvoir poser des questions qui sont des questions assez directes, qui sont détaillées dans les recommandations. Il faut, s'il y a un message clé à passer aussi face à des situations de personnes qui présentent des troubles de type boulimique, toujours penser à surveiller le ionogramme parce qu'il y a un risque qui est là, l'hypokaliémie, qui est un risque mortel qui est souvent négligé et mal connu. Donc ce message, il faut aussi le passer à nos collègues qui sont non spécialisés et en particulier aux médecins généralistes qui sont impliqués dans le soin de ces patients. Et il faut aussi avoir la culture de coordonner soins somatiques et soins psychiatriques, c'est-à-dire de faire parler des disciplines qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler. Alors, il y a des ressources, certes pour les médecins généralistes, mais aussi pour tous les autres praticiens, mais je pense qu'il est vraiment extrêmement important de pouvoir les diffuser vers les médecins généralistes. Les fameuses fiches dont je vous ai parlé que vous trouverez en ligne, bien entendu toujours notre ligne de téléphone à laquelle on peut avoir recours, et puis le site de la FFAB où vous avez d'autres informations et le site de la HAS. Ceci était une introduction pour vous présenter ces recommandations. Nous avons autour de la table aujourd'hui plusieurs personnes qui ont participé au groupe de travail ou qui sont des usagers de ces recommandations. Et donc, nous allons pouvoir débattre un petit peu de l'intérêt de ces recommandations, des questions qui se posent sur les praticiens et pouvoir vous faire bénéficier de l'expertise des personnes qui sont autour de la table. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que les personnes autour de la table veulent réagir à la question des recos ? Vous êtes tous convaincus de la retraite. Ça. Moi, je vais poser la question à Christine, parce qu'en fait, Christine, personne ne le sait, mais c'est finalement une des mères des recours. Puisqu'en fait, je me souviens de congrès où nous étions allés en Angleterre et tu rêvais et tu as impulsé ça au niveau de notre collectif professionnel, de pouvoir mettre en place ces recours en France. Donc, qu'est-ce que tu penses du chemin parcouru, toi, finalement, entre 2007, 2008 et aujourd'hui? Oui, et puis bon, on s'est anglicisé dans la prise en charge des troubles alimentaires en France. Et moi, à l'époque où je travaillais à la CNME ou après plus tard à la clinique Montsouris, c'est vrai qu'on avait quand même en ligne de mire le Maudsley, la prise en charge au Maudsley, la complémentarité de ce service que j'avais visité et qui était aussi le siège de programme de recherche. Enfin, bon, donc, le système anglais a toujours été pour moi, en matière de prise en charge des troubles alimentaires, quand même un modèle plutôt. Dans la mesure où ils avaient estimé qu'une unité Eating Disorder unit correspondait à un bassin de population de 100 000 habitants. Et donc, cette couverture du territoire me paraissait aussi, bon voilà, je déborde un petit peu par rapport aux recommandations, mais voilà, je trouvais que ce modèle, il y avait à prendre des leçons de ce modèle anglais. Donc évidemment, les choses ont vraiment bougé là, ces 20 dernières années chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, bon, le simple fait d'avoir ces guidelines, d'avoir ces recommandations, a structuré les choses et a permis à des équipes provinciales de s'approprier ces modalités de prise en charge, de considérer que ça a créé aussi une homogénéisation qui manque beaucoup aussi, mais qui manquait beaucoup, mais qui peut-être manque moins actuellement. Les patients, enfin là je parle sous votre contrôle, mais les patients, c'est un petit peu la même chose que quelqu'un qui écoute actuellement des avis sur le Covid. Et bien, les patients qui présentaient des troubles alimentaires avaient des messages venant de praticiens différents, de lieux différents, dans une même ville, des services qui avaient des modalités de traitement différentes. Alors, je pense qu'il faut garder un certain nombre de particularités, mais que pour un patient donné, si j'ai une cataracte, j'ai bien besoin de savoir de comment on opère la cataracte et que ce soit partout pareil en France.
Donc j'ai un trouble alimentaire, donc j'ai besoin, et les familles avaient aussi beaucoup besoin, d'avoir des repères. Alors, nous, on n'est pas là pour dire qu'on sait traiter, qu'on sait tout faire, qu'on est les meilleurs, mais c'est de dire, voilà l'état de la science, voilà l'état des connaissances, voilà ce qu'on peut proposer comme type de prise en charge. Il faut éviter la perte de chance de votre parent, de votre enfant, de votre mère, de votre sœur. Donc, on doit, comme tu dis Nathalie, on doit vraiment prendre là où ça se passe des éléments en termes de stratégie thérapeutique, de connaissance du trouble, le plus possible pour rendre cette prise en charge la plus homogène et la plus rassurante en fait pour nos patients. Et homogène en Île-de-France, parce que tu as évoqué effectivement, je pense que tu as évoqué la province parce qu'il y a des zones où il n'y a pas de soins. Voilà, il y a l'absence de soins spécialisés. Et ensuite, il y a l'hétérogénéité, je vais y arriver, dans les prises en charge. Oui. Mais même en Île-de-France. Et ça, c'est troublant. Et ça, c'est toujours troublant. Non, mais c'est vrai que pour le patient, c'est capital de savoir qu'il n'a pas besoin d'aller traverser la moitié de la France ou les 3/4 de la France pour aller se faire soigner, entre guillemets, dans son esprit avec sécurité, en fait. Et quelque chose qui a été dit tout à l'heure, et qui, moi, effectivement, est criant et qui fait partie des batailles, c'est le travail pluridisciplinaire avec les équipes. C'est ce que moi, j'appelle le réseau ville-hôpital, qui est capital. C'est que finalement, il y a l'établissement sur lequel on va traiter un épisode aigu, mais une fois que le patient revient chez lui, il faut aussi qu'il soit en capacité de trouver des béquilles locales, j'ai envie de dire en bas de chez lui, donc effectivement son médecin traitant. Moi, j'ai toujours envie de dire le pharmacien aussi, qui peut être un professionnel de santé, j'ai envie de dire, et puis contactable quasiment 7 jours sur 7. Et puis de se dire que finalement, il y a une infirmière, il n'y a que dans un travail d'équipe qu'on pourra être efficace, et qu'il n'y a que en échangeant les uns avec les autres qu'on va pouvoir effectivement ouvrir nos champs d'action et puis connaître finalement les complexités des uns et des autres pour gagner en efficacité et puis je cherche le mot, mais pertinent et la pertinence des soins et la qualité des soins. Alors, je n'ai pas dit dans la réalisation des recours, parce que j'ai parlé principalement de la FFAB et de la HAS, mais étaient présentes 2 associations d'usagers et de familles. Déjà, le CNANO, personne, Anne-Sophie, mais aussi la FNA-TCA, qui ont posé un regard sur tout ce qu'on a écrit, comment on l'a formulé et comment on l'a mis en place. Et je trouve que ça a été extrêmement riche, ce dialogue déjà au sein du groupe de travail. De pouvoir échanger entre professionnels. Je ne sais pas si vous partagez ça, mais les jeunes générations de médecins, en particulier médecins généralistes, ont une connaissance des troubles alimentaires, de leurs complications somatiques et biologiques, je trouve meilleure qu'il y a 20 ans, de mon point de vue. Alors, je ne sais pas à quoi l'attribuer, mais j'imagine que ce type de recommandation, même si un généraliste ne va pas lire des recommandations sur toutes les pathologies qu'il est censé voir, mais il y a une sensibilisation qui est en chemin par rapport aux médicaux ou paramédicaux, sur la connaissance de ces troubles. Et ça, je le relève. Alors, je ne vais pas mesurer, mais je le relève. Alors, il y a un champ là, sur lequel je voulais t'interpeller, Renaud. J'allais te donner la parole justement pour qu'on puisse en parler. C'est la question de l'urgence, qui reste relativement mal connue et sur laquelle tu as beaucoup travaillé, initialement au sein du réseau de CA francilien, parce qu'on avait une fiche d'urgence que tu avais coordonnée et qui a été inclue dans les recours. Oui, et c'est l'occasion pour moi de parler de la transdisciplinarité, et qui est à l'image, je trouve, de la FFAB, du réseau TCA francilien, et qu'on retrouve dans ces recommandations, c'est-à-dire qu'on parle d'une maladie psychiatrique, et sur ces fiches, on voit les conseils pour les médecins généralistes, pour les dentistes, pour les urgentistes, parce qu'on peut très bien imaginer que quand on arrive aux urgences, il faut aller rapidement, et donc on est vite mis dans une catégorie, dans une case, et à partir du moment où on vient pour un trouble des conduites alimentaires, on va appeler le psychiatre de garde. Voilà. Et aux urgences, bien sûr, il y a des urgences psychiatriques, on en parlera cet après-midi, mais il y a aussi beaucoup d'urgences somatiques. Nathalie, tu parlais de l'hypokaliémie, il y en a un certain nombre d'autres, et on vient mettre là des outils et puis surtout mettre en évidence
qu'on ne peut pas prendre ces troubles si on ne travaille pas ensemble. Et je pense que c'est vraiment la richesse et de la FFAB et du réseau, et maintenant de ses recommandations. Et donc, effectivement, comme tu le soulignais, Nathalie, il y a maintenant à la disposition des urgentistes, il faut maintenant aller faire le travail de diffusion et de mise en place dans les protocoles des urgences, cette fiche sur laquelle on s'est tous accordés pour la prise en charge, notamment de la dénutrition, mais pas uniquement, et en particulier également pour, par exemple, la prise en charge de l'hypokaliémie dans les conduites purgatives. Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement dans nos éditeurs comment sont organisées les recommandations. Les recommandations, elles sont demandées à l'HAS par différents interlocuteurs qui sont des sociétés savantes professionnelles et des associations d'usagers, la DGS pouvant intervenir aussi pour demander ces recommandations. Et ensuite, les groupes sont composés de manière à représenter l'ensemble potentiellement de la filière de soins. Ce qui veut dire qu'autour de la table, on avait des acteurs qui étaient, je vois Renaud, donc je vais dire d'abord pédiatres, mais psychiatres, pédopsychiatres, médecins de l'adolescent, mais aussi infirmières, médecins généralistes, dentistes, gynéco, associations d'usagers. J'en oublie potentiellement parce que c'est un inventaire extrêmement compliqué, diététicien aussi, et on avait comme ça une pluridisciplinarité et un échange qui a été extrêmement riche. Au-delà de la rédaction, donc il y a des chargés de projet qui relisent toute la littérature, qui en font la synthèse de l'evidence-based, mais comme l'evidence-based n'est pas forcément extrêmement abondante, il y a beaucoup de consensus d'experts. Et ce consensus, il est travaillé, réfléchi, chaque mot sont pesés. Et quand les recommandations sont écrites, on a un groupe de relecteurs. Et je crois qu'il y a, je ne sais plus combien, je vais dire des bêtises sur les chiffres, mais il y a plusieurs dizaines de relecteurs qui sont aussi pluridisciplinaires, d'orientations différentes, qui font leurs critiques. Et ces critiques sont reprises par le groupe de travail pour conclure les recommandations, qui ensuite passent devant les instances de la HAS pour validation, formalisation. Et à partir du texte d'argumentaire qui est la synthèse, on extrait ce qu'on appelle des recommandations. Et à partir de ces recommandations qui font une quarantaine de pages, on extrait des fiches pratiques. Donc, en fonction du niveau d'information que vous voulez avoir, si vous voulez avoir quelque chose de rapide et synthétique, vous allez voir les fiches. Si vous voulez voir l'ensemble des recommandations, il y a le corps des recommandations. Et puis, pour les gens qui ont envie d'en savoir plus pour les TCA, c'est une revue de la littérature extraordinaire, les recos. Et moi, je la conseille aux étudiants. Et si sur un sujet, vous avez un doute et que vous voulez avoir des informations, vous prenez l'argumentaire qui fait 340 pages, je crois, ou 250, et vous cherchez avec un mot-clé et vous trouverez la revue de la littérature récente. Donc, c'est un outil de travail aussi. Si je peux juste rajouter, c'est pour l'information médico-légale, c'est opposable à la loi. C'est-à-dire qu'en cas de problème, si un jour un patient, une famille porte plainte, au niveau juridique, les avocats de la partie adverse et le juge prendra comme référence les recommandations de la Haute Autorité de Santé, juste pour la partie légale. Il faut savoir que ces recos, elles servent aussi maintenant pour construire les référentiels des internes. Et donc, en fait, moi, j'ai vu, donc je vois les internes, ils apprennent des éléments des recos. Par exemple, les critères d'hospitalisation sont issus des recos. Et donc, en fait, ça devient l'instrument d'enseignement d'une base commune à tous les praticiens. Alors, ces recos, elles ne donnent pas tout ce qu'il faut faire face à un patient. Elles donnent des grandes lignes indispensables communes. C'est le basique. Et elles laissent une certaine souplesse au choix de certaines choses. Mais elles définissent les indispensables. Et tu parlais des internes, mais déjà en avant, les externes, les étudiants en médecine, ont par deux voies accès à des connaissances sur les troubles des conduites alimentaires, puisque c'est compris dans la pédiatrie pour les troubles des conduites alimentaires de l'enfant et de l'adolescent, et en psychiatrie, et pour la prochaine... Et dans l'endocrino, peut-être. Alors, en tout cas, c'est traité en psychiatrie et en pédiatrie, et dans la prochaine édition, l'année prochaine pédiatrique, on a essayé d'accorder nos violons pour qu'il y ait une homogénéité
entre les chiffres, par exemple, donnés en psychiatrie et en pédiatrie. On n'avait pas forcément les mêmes informations. Tu as des... Oui, il y a plusieurs interventions. Alors, il y a donc Sandra Salanier, qui est diététicienne à Tarnier et qui répond à Christine Foulon sur l'augmentation des compétences des médecins généralistes en disant qu'elle avait de sa pierre en essayant avec toutes les rencontres qu'elle fait d'externes ou d'internes ou de professionnels en mater, en dermato, en réa, en psy adulte, de faire des petits topos sur les TCA et que aussi, évidemment, quand ils sont à l'hôpital et qu'ils passent dans nos services aux uns et aux autres, qu'on peut les sensibiliser à ces questions. Et puis, des interventions autour plutôt des associations de familles. Donc, Sabrina Palombo qui demande s'il y a des critères pour que les associations de patients puissent envisager une collaboration avec l'ensemble des professionnels spécialisés. Et sur le travail avec les familles aussi, qui demande s'il est possible de proposer de nouvelles ressources à la FFAB et notamment un livret à l'attention des proches qui serait élaboré par des associations de patients et de familles, et une intervention de Madame Castellotti, donc de la FNA-TCA, donc d'association qui représente des associations de familles, qui rappelle que les actions en confiance entre professionnels de santé et usagers sont indispensables pour construire une alliance thérapeutique et favoriser la prise en charge globale, l'acceptation et la motivation aux soins par la personne concernée. Alors, je me permets de répondre pour la FFAB et sur la sélection des associations, elle passe par en fait l'HAS qui sélectionne les associations qui sont considérées comme représentatives du domaine. Donc, ça ne sont pas les professionnels qui sélectionnent les associations. D'ailleurs, ça a favorisé la rencontre avec le CNAO puisque nous n'avions pas de lien antérieurement et ça a permis ça. Et c'est la FNA-TCA qui avait été choisie par l'HAS pour représenter les usagers des TCA. En ce qui concerne les livrets, on ne va pas répondre pour la FAB ici, la FFAB, puisqu'on est sur une journée du réseau. Je sais qu'il y a un projet, je m'interroge sur le fait qu'il soit soutenu éventuellement par la FNA, mais peut-être ils peuvent se mettre en contact, sur un projet de livret pour les familles usagées qui est porté par Sparadra et qui rassemble un collectif de personnes dont j'ai entendu parler récemment. Je pense que ce sont des outils très, très intéressants et je pense que ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on puisse mutualiser le regard, comme c'est proposé, des associations d'usagers et celui des professionnels pour accompagner les familles, les fratries et les patients. Si je peux juste compléter ton propos, concernant les espèces de modes d'emploi fascicules pour les familles et les aidants et voire les patients, ce sont des choses qui peuvent être faites aussi au sein de la HAS. Nous, on l'a déjà fait sur la chirurgie bariatrique. Et là, effectivement, le CNAO, donc Association de patients, a fait une saisine avec la SFAR, qui est la Société savante d'anesthésie réa, sur les carences martiales, justement sur les problématiques préopératoires et post-opératoires. Et effectivement, cette saisine a été retenue et on va aller en groupe de travail sur justement une information vulgarisée à destination de la population et des patients. Donc, ce sont des choses qui sont complètement possibles. C'est un travail, je reviens toujours sur mon travail d'équipe, mais c'est un travail d'équipe. Donc ça, c'est un travail tout court. Et c'est un travail tout court. C'est un gros travail tout court aussi. Mais oui, je suis d'accord. Voilà, donc c'est à faire, mais c'est un travail. Ah oui, mais il faut y aller, ouais. Mais j'insiste sur la voie que tu soulignes aussi pour les associations d'usagers, c'est-à-dire que je pense que de passer par la HAS nous permet d'avoir une voie nationale commune et pas 15 000, parce qu'on a un gros souci, on a 15 000 petits outils, pas forcément validés par des instances officielles, et il y en a qui sont d'extrêmement bonne qualité, et il y en a qui sont très particuliers. Et dans nos domaines, on sait que par exemple la DGS a pu faire des interventions pour limiter certaines modalités d'intervention sectaire. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention et saisir la HAS sur des petites actions comme ça. Ils sont très demandeurs et ça peut être extrêmement intéressant. Et sur les autres, il faut saisir la Mivilude. Donc, voilà. Alors, on a une remarque de Guillaume Groff qui nous dit « Bonjour, interne en pédiatrie phase socle jusqu'à présent dans mon parcours d'étudiant en médecine. Certes, les TCA font partie des éléments du référentiel à connaître, mais sont finalement que très peu abordés et la connaissance qu'ont les externes sont finalement
assez pauvre, notamment du fait qu'il s'agit d'un sujet qui ne tombe quasiment jamais dans le cadre des ECN. C'est faux. Alors, c'est faux, c'est faux parce que moi, je sais qu'il y a régulièrement des cas d'anorexie mentale qui tombent. Donc, il est peut-être passé au travers, mais ça tombe régulièrement. Il n'a passé qu'une fois. Voilà. Après, c'est vrai, mais déjà, merci d'être là. Hein. Je trouve que d'être à notre journée et d'avoir cette curiosité, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Et puis, tous nos séminaires, différentes formations sont ouverts à tous les internes. Si vous pouvez les diffuser sur les associations d'internes de pédiatrie, on est preneur. Voilà, et de dire quand même que la médecine de l'adolescent est quand même assez récente en pédiatrie, qu'il y a maintenant deux chapitres qui commencent à être assez costauds pour les étudiants en médecine, qui sont les troubles des conduites alimentaires et les conduites suicidaires. Oui, donc là, il est dans le parcours universitaire, mais j'en profite aussi pour parler du parcours post-universitaire. Et donc, les DU TCA, alors il y en avait un à Poitiers qui, je crois, ne se renouvelle pas, mais peut-être qu'avec les systèmes de Zoom et de vidéo, un DU national TCA peut diffuser, voilà, va diffuser France entière et concernera les enfants, les ados, les adultes, et la prise en charge des TCA. Donc, bien sûr que dans le cursus basique de l'étudiant en médecine, c'est peut-être une partie assez faible, mais qu'après, il y a possibilité de se former. Mais puisqu'on est à Paris, quand même préciser qu'il y a déjà un DU à Sainte-Anne des troubles des conduites alimentaires, voilà. Un séminaire pour les plus jeunes à l'Institut mutualiste. Un DU à la fac de pharmacie. Voilà. Et sur le plan national, en cours d'élaboration, un DU sur les troubles alimentaires de l'enfant et de l'adolescent. Et le plan national de formation TCA élaboré par la FFAB qui devrait être très prochainement diffusé en région et faire l'objet de sessions de formation ou de webinaires. Et qu'il n'est pas un DU. Et j'en profite donc pour inviter des gens du réseau TCA francilien à nous rejoindre sur ce plan de diffusion en Île-de-France sur les troubles des conduites alimentaires. Vous contactez pour ça Julien via le réseau, Julien Lascar-Borromée qui est le coordonnateur du réseau et qui peut vous inscrire dans les diffuseurs de ce plan national et en particulier dans le but aussi de pouvoir créer une journée internationale, nationale en France le 2 juin 2020 autour de la prévention, de la prévention, du repérage, du dépistage précoce des troubles des conduites alimentaires. Et peut-être aussi dire pour les plus jeunes, et je rejoins ce que disait Patrick Tougnon tout à l'heure, qui mettait en avant son côté clinicien, de passer faire des stages dans des unités qui accueillent des adolescents ou des adultes qui ont des troubles des conduites alimentaires. Un certain nombre de services de pédiatrie maintenant proposent 1 mois, par exemple, dans une unité adolescent, et où on apprend rapidement. Oui, donc pour l'avoir vécu là pendant de nombreuses années, le service TCA a été peu choisi par les externes qui le jugeaient trop spécialisé. Donc, c'était un peu les derniers choix qui nous arrivaient. Et souvent, au bout des 3 mois, ils étaient ravis de leur expérience parce qu'ils ils partaient d'une opinion extrêmement défavorable et ils arrivaient à quelque chose qui avait été très formateur pour eux à divers points de vue. Alors, est-ce qu'on a des questions sur les recos? Parce que nous, on peut parler pendant des heures. Alors, pour l'instant, on a une remarque de Daniel Castellotti, donc présidente de la FMA TCA, qui confirme qu'un livret à destination des familles est en cours de rédaction. D'accord. C'est pas avec ce par-là. Je sais qu'il y en a un. Alors, si Sandra Salanier nous dit, professeur Tournemire, vous parlez de stage, est-ce accessible pour les diététiciennes en poste? Oui, il faut simplement se mettre en lien avec les diététiciennes des services concernés. Voilà, comme les stages de psychologues, ça passe par les psychologues. Donc, trouver la bonne personne pour se mettre en lien. Dans toutes les privées, toutes les institutions de soins TCA accueillent des diététiciennes en stage. Ouais. Et des psychologues, puisqu'il y a une question concernant les psychologues. Diplômés, oui. Et Catherine Launay rappelle qu'en matière de formation pour les TCA et de DU, il y a aussi un DU dans le sud et ouest. Montpellier, Nantes, Lille. Oui. Et il y en a un autre en Rhône-Alpes, si vous voulez. Et moi, lequel on a oublié, il y en a un à Bordeaux, il y en avait un à Bordeaux. Non, ils y réfléchissent. Voilà. Parce qu'il y avait un Poitiers, Limoges. Oui, il y a Poitiers, Limoges et Bordeaux réfléchit. Alors, je ne sais pas comment ça s'articule. Il y avait un Poitiers, Limoges, Angers. En tout cas, on a un repère
répertorier ça sur le site de la FAB. Madame Blanchet, une réaction sur les recos? Non. Ça, là, apparemment. Je dirais en tout cas, on remarque que ça sensibilise sur une chose qui est quand même très flagrante, c'est qu'on parle de la pluridisciplinarité qui quand même se construit beaucoup concernant l'anorexie mentale. J'ai l'impression que ça ne fait plus débat aujourd'hui, mais force est de constater que moi je travaille à l'Institut Montsouris, il y a un service de chirurgie bariatrique dans le bâtiment en face d'une autre et on ne travaille pas du tout avec eux, enfin peu, les liens ne sont pas des liens consubstantiels, hein. Ils ont leurs psychologues, ils ont leurs équipes, mais on sent que le travail, il ne va pas de soi. Et c'est vrai que dépister les troubles des conduites alimentaires dans des populations cliniques de personnes qui sont suivies pour une obésité, on sent qu'il y a quand même encore du chemin à faire. Alors, je ne sais pas comment... Alors moi d'expérience, c'est le service de la Pitié, le service de nutrition de la Pitié, m'adresse donc en psychiatrie de ville des patients assez régulièrement et de façon tout à fait, sur des bonnes indications. C'est un service de professeur Hopper. C'est ça. Mais je pense que Guillaume Fourchet pour l'IMM, c'est voilà, peut-être en tapant à sa porte et puis en échangeant autour d'un café sans Covid, il y a peut-être des opportunités à faire. Mais c'est vrai que voilà, chacun travaille comme il peut, puis c'est la course contre le temps, quoi. Les journées sont complètement débiles. Et parfois, en fait, c'est, je pense, par manque d'opportunités ou de contact juste humain que les choses ne se font pas. Et voilà, mais enfin, voilà, pour connaître un peu Guillaume, je pense qu'il y a des choses qui sont complètement possibles. Mais c'est vrai qu'il faut retirer en fait, ces habitudes de silo, ce qui va être très long. Et je vois même sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la prise en charge d'un patient pluridisciplinaire ville-hôpital qui est colossal, hein, pour l'observance du patient. Ça pourra se faire que si on arrive à faire ça. Mais pour ça, effectivement, il va falloir retirer, alors ça c'est un travail de psy, hein, les peurs des uns et des autres. Le fait qu'effectivement, le patient, pour certains praticiens, c'est mon patient, il m'appartient. Non, c'est des choses qui évoluent complètement. Et puis, je pense que plus on pourra en parler en faculté de médecine, en cursus initial, plus on aura de poids aussi. Donc ça, c'est effectivement capital. Et puis, revenir sur ce que je disais tout à l'heure, le fait de faire des fascicules un peu pratico-pratiques, vulgarisés à destination de la population sur l'alerte et l'enseignement de telle et telle pathologie, je pense que ça va être un peu l'œuvre à faire dans les années, voire les décennies à venir. Damien, toi qui n'as pas participé au groupe de reco directement, potentiellement en tant que groupe de relecteurs, qu'est-ce que tu observes toi sur l'impact des recos dans ta pratique? Est-ce que tu... Oui, eh bien, j'ai vraiment le sentiment que les recommandations ont apporté un meilleur savoir-faire des médecins dans les conduites de réduction des risques des patients. Mon impression, c'est qu'on a moins souvent des situations critiques sur le plan des risques métaboliques, des hypoglycémies, que c'est beaucoup plus facile de mettre en place des protocoles de surveillance régulière par le médecin généraliste, le laboratoire de ville, dans toutes les situations d'attente ou de préparation d'un processus de soins. Donc, mon impression, c'est que les objectifs en termes de réduction des risques sont plus importants, d'adressage sont aussi plus fluides. Ce qui me semble encore problématique, c'est la conscience peut-être dans les familles et auprès des usagers qu'il s'agit d'une maladie, c'est-à-dire que les délais entre l'apparition de la maladie et les premiers recours continuent à être extrêmement longs et évidemment les recommandations ne sont pas là depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse mesurer un impact temporel, mais ça reste à mon avis peut-être un des domaines où ces recommandations vont peut-être pas forcément remplir les objectifs d'identification de la boulimie comme étant une maladie, donc le repérage précoce. Alors, est-ce que ça concerne la médecine scolaire, la médecine pédiatrique, la médecine préventive? Je pense qu'il y a un accent particulier à faire sur le repérage précoce des troubles, les interventions plus rapides. Comment toucher les jeunes, les adolescents, savoir que cette maladie existe, que ce n'est pas une maladie honteuse, qu'il est possible d'en discuter. Voilà, ça, je ne suis pas sûr que les recommandations permettent, en l'état actuel, et peut-être y a-t-il des outils supplémentaires de diffusion, à faire connaître les possibilités de traitement. Alors,
Ce que vous dites, moi, me résonne énormément dans ma tête parce que ce soit l'anorexie ou que ce soit l'obésité, nous, on est confrontés au fait que, en fait, il y a des dizaines d'années, en fait, si on était obèse, c'est parce que finalement, on avait du bien matériel, qu'il fallait asseoir sa stature, etc., etc. Et puis, plus on avance dans le temps, plus on se dit, mais finalement, si on est malade, c'est qu'il y a un traitement médical. Et s'il n'y a pas de traitement médical, c'est qu'on n'est pas malade. Et puis que comme c'est lié en fait au rapport à l'alimentation, c'est que finalement, si vous avez un trouble alimentaire, et un peu quel que soit le trouble alimentaire, c'est que vous le voulez bien. Donc en fait, c'est un peu de votre faute en fait. C'est que c'est pas comme une maladie où finalement, tout d'un coup, on est allergique à ça, ou on a des carences martiales, etc. Donc dans l'inconscient des gens, au niveau populationnel, enfin moi c'est comme ça que je le reçois, c'est que finalement, c'est de votre faute. Parce que vous l'avez bien cherché, puis finalement, si vous êtes dans cette partie-là, c'est que quelque part, il doit vous manquer 2 ou 3 neurones. Et ça, tant que socialement parlant et au niveau national, voire international, on n'aura pas sur la population évolué là-dessus, on n'évoluera pas sur la pathologie et sur la prise en charge de la pathologie. Donc il y a à la fois ce qui est fait au niveau santé du corps médical, ce qui est fait au niveau étatique, mais surtout bouger les mentalités. On est en train de découvrir des nouvelles pathologies et que ces nouvelles pathologies, vous le savez mieux que moi, je ne suis pas médecin, moi je suis juste une patiente, Madame Michu, il faut 50 ans. Et que tant qu'on a passé 50 ans, on est en déshérence de traitement pour des patients et on est en massacre pour les patients et pour les aidants. Donc voilà, moi c'est ma théorie des choses. Sachant que bien souvent, même les boulimiques elles-mêmes estiment qu'elles ne sont pas malades, qu'elles sont faibles, qu'elles manquent de volonté, qu'on a ce discours-là aussi. Le poids de la société est terrible. Ouais. Et oui, parce que c'est l'intériorisation de la stigmatisation. Ouais. Alors, tout un champ que je pense, nous, en tant que professionnels de santé, on fait mal, c'est toute la communication, la prévention, etc. Et on a besoin d'être relayé par les instances qui font de la prévention, qui savent communiquer dans le grand public. Et d'où l'idée, avec le support de la DGS, de faire cette journée qui pose une journée. Je crois que vous avez une journée européenne, mondiale maintenant, mondiale autour de l'obésité. Et je pense qu'il faut qu'on puisse aussi avoir une visibilité au niveau du grand public. Et d'ailleurs, les Anglais l'avaient montré, parce que c'est eux qui ont les meilleurs recos, enfin, ils sont super bien structurés, etc. Et en fait, ils évaluent ce qu'ils font. Ils ont évalué la diffusion de leurs recos. Ils ont conclu que c'était une catastrophe. Les recos, ça ne suffit pas du tout. C'est un premier pas, mais ça ne suffit pas du tout. Ouais. Non, mais moi, je suis preneuse pour que le 4 mars, c'est un travail d'équipe. Hein. Ouais. Et pour revenir au propos de Damien, moi, je suis très frappé, par exemple, de maladies beaucoup moins fréquentes que les troubles des conduites alimentaires, comme le diabète, qui font l'objet, alors moins en France, mais pas mal dans les pays d'Europe du Nord, où c'est un petit peu plus fréquent, d'affichage dans les écoles, là où passent les parents, de attention si votre enfant se met à boire beaucoup ou à uriner plus souvent, attention au diabète. On pourrait très bien imaginer quelque chose autour des modifications du régime alimentaire chez l'adolescent. Et effectivement, il n'y a absolument pas de communication là-dessus et ça peut être le prolongement de ces recos HAS. Je vois le timing, il nous reste, excusez-moi, 4 minutes. Oui. Alors, on a 2 remarques qui tournent autour de la même thématique, de Brigitte Ballandras et de Daniel Castellotti. Donc, l'une dit, y a-t-il une liste pratique des dentistes spécialisés et formés sur l'usure dentaire? Et Mme Castellotti dit, comment sont pris en charge les problèmes dentaires, sachant que c'est un problème qui se pose à elle avec une patiente. Et nous avons en complément une question de Delphine Hoé qui nous dit y a-t-il une liste exhaustive des spécialistes concernant l'anorexie, boulimie en accompagnement ambulatoire dans le cadre d'un accompagnement pluridisciplinaire? La dernière est plus facile, c'est l'annuaire qui est en ligne sur la FFAB et qui va être... Oui, mais il y a aussi, il y a de tout, mais attends, il y a les services spécialisés et en appelant ces services spécialisés, on peut avoir des contacts locaux. C'est la position de la FAB et du réseau, c'est-à-dire que nos structures associatives ne donnent pas de nom individuel, mais donnent la possibilité aux services spécialisés de donner des noms et d'orienter. Tu voulais parler des dentistes? Oui, par rapport aux dentistes, je pense que c'est important déjà de travailler avec le patient, que le symptôme vomissement est un symptôme de la maladie. Et donc, il y a la question de la honte et de pouvoir dire au patient, je vais écrire un petit mot pour ton dentiste pour expliquer que tu as un trouble des conduites alimentaires et qu'il faut surveiller tes dents. Et maintenant, avec les recommandations
HAS, on peut indiquer au dentiste l'existence de cette fiche qui va pouvoir le guider. Pour la région parisienne, peut-être dire qu'il y a une consultation à Collioure. Alors, il y a 2 consultations, historiquement celle du professeur Collomb à Rothschild, qui est aussi submergée. Donc ça, c'est pas la bonne nouvelle. Voilà, mais à ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas non plus lui adresser tous les patients. C'est-à-dire que c'est un hyper spécialiste qui traite des situations très graves, et donc je pense qu'il faut pouvoir avoir recours à lui dans des situations de recours. On a une consultation qui s'est ouverte au Centre Collioure, effectivement, avec quelqu'un qui est en contact avec le professeur Collomb. Et puis, écoutez, je crois qu'il faut aussi prendre des contacts avec les centres dentaires qu'on a à proximité, essayer de travailler avec eux, de les sensibiliser. Je sais que Pierre Collomb avait fait, par exemple, une intervention à la MGEN, je crois qu'à la MGEN, au Centre Vaugirard, pour essayer de sensibiliser les praticiens. Et il s'efforce de le faire. Donc, si vous avez des centres dentaires qui souhaitent, avec plusieurs, ou des collectifs de dentistes qui souhaitent avoir une intervention de formation de sa part, c'est possible. Alors, la mauvaise nouvelle côté soins dentaires, c'est qu'effectivement, ce sont souvent des soins très complexes qui nécessitent des implants dentaires. Et il y a un caractère, une donnée financière qui est au premier plan. Et beaucoup de patientes chroniques, comme je peux en suivre, se retrouvent avec des devis chez des dentistes de ville qui font très bien le travail. C'est pas le sujet, qui dépistent bien, etc. Et se retrouvent avec quand même un coût pour les soins dentaires qu'elles ne peuvent parfois pas du tout. Je rebondis, après je donne la parole à Corinne Blanchet. En fait, en fonction du degré d'évolution, les troubles sont plus ou moins importants. Et il y a déjà chez les très jeunes à faire de la prévention. Et je pense que vous pouvez avertir vos patients, leur demander de voir un praticien et puis leur donner la source de la fiche dentaire. Ça fait que les praticiens lisent potentiellement les fiches dentaires et connaissent ça mieux. C'est sûr que Pierre Collomb a participé aux recommandations et a créé ces outils très très détaillés qu'il diffuse lui-même au niveau des praticiens, mais qu'il faut nous-mêmes pouvoir diffuser. Corinne Blanchet. Oui, ça fait le lien avec ce que tu disais, Nathalie. Je pense qu'en amont de tout ça, on parlait de nos étudiants, de nos internes, des médecins, etc. Il faut inclure l'examen dentaire dans la pratique clinique. Moi, je suis troublée par le fait qu'effectivement, la plupart du temps, même chez les patients chez lesquels on repère un trouble boulimique, l'étape suivante qui consiste à faire ouvrir la bouche au patient et à regarder ce qu'il y a à l'intérieur est une étape extrêmement compliquée et qui n'est pas du tout entrée dans les pratiques courantes des médecins, que ce soit de premier recours, voire même des spécialistes des TCA. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre à nos internes, aux jeunes médecins, c'est-à-dire examiner. Il ne s'agit pas de faire un examen dentaire, examiner l'état dentaire et ensuite pouvoir adresser. Et parfois, quand on le fait, on tombe sur des situations cataclysmiques dont les patients ne se plaignent pas jusqu'à ce qu'il y ait effectivement une cellulite de la face ou un abcès sévère qui les traîne aux urgences.